passer à l'intervenant suivant et accueillir Bruno Godin. Alors Bruno est le responsable du service valorisation à l'ITEPMAI. Et d'ailleurs, à ce titre, c'est entre autres à lui qu'on doit la très belle organisation de ces 2 journées. Et donc ce matin, Françoise Brugière nous a présenté la démarche prospective. Qu'est-ce que c'était que la démarche prospective? Et donc Bruno va nous montrer concrètement comment est-ce qu'à l'Institut, on a pu mettre en place une démarche prospective pour identifier des nouveaux marchés au niveau de notre filière PPAM. C'est à toi, Bruno. Donc, bonjour à tous ceux que je n'aurais pas encore vus aujourd'hui. Effectivement, comme le dit Philippe, alors ça ne marche pas. Voilà. Donc, comme l'a dit Philippe, je vais essayer de vous dire un petit peu quelle est la démarche prospective de l'ITEPMAI. Alors, ça va davantage être un témoignage que des enseignements, et je souhaiterais que dans la deuxième partie de ma présentation, eh bien, on puisse avoir peut-être une discussion. J'ai l'avantage de ne pas être le seul habilité à répondre aux questions qui me seront posées, puisque vous verrez tout au long de la présentation que c'est une affaire de travail d'équipe, la prospective, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire tous aujourd'hui à travers ce colloque. C'est d'abord le partage qui fait qu'on arrive à faire une prospective efficace. Donc déjà, je voudrais vous reparler du contexte et des enjeux de notre filière, même si ils sont probablement très bien connus de nombreux d'entre vous. C'est d'abord que nous sommes dans un secteur où la concurrence internationale est assez féroce, et donc ça nécessite que nos productions soient très compétitives sur le marché. Et donc pour cela, la recherche d'avantages concurrentiels est toujours de mise, et donc nous devons être un petit peu les pionniers dans nombreux domaines. Alors, on est aussi dans la recherche d'innovation pour essayer d'être les premiers, les pionnières dans différents domaines. Et on est toujours à la recherche, et c'est un petit peu un des rôles de l'ITEPMAI, malgré tout, de créer des avances techniques et technologiques pour la filière. Alors, on a un autre moyen de développement. Excusez-moi, je règle les problèmes techniques en même temps. On a un autre enjeu qui est important, c'est de trouver des nouveaux débouchés avec les espèces déjà existantes et utilisées. C'est vrai que c'est un moyen assez facile pour nos producteurs de se diversifier avec des espèces qu'ils connaissent déjà suffisamment bien pour pouvoir mieux les valoriser. Alors on a mis en place à l'ITEPMAI différents moyens qui ne sont pas pour certains des moyens très, très originaux, mais qui sont extrêmement importants et très productifs. Et entre autres, par exemple, on essaie de participer à des congrès internationaux, tels que des congrès de chercheurs, l'ISHS, qui se produisent un petit peu à travers le monde, mais qui permettent de rencontrer déjà des gens qui font le même métier que nous, mais aussi de rencontrer des gens et des filières étrangères avec qui on peut échanger justement sur les marchés et les nouvelles technologies, et puis de participer à des salons plus professionnels tels que les journées alimentation santé de La Rochelle ou VitaFood à Genève. On a aussi la possibilité, grâce à nos événements un petit peu ponctués dans l'année de la vie de l'association ITEPMAI, de rencontrer nos adhérents, qui sont nos premiers interlocuteurs, et les gens vers qui on essaie de transmettre cette recherche appliquée. Donc il y a des groupes de travail thématiques qui se mettent en place régulièrement à l'ITEPMAI avec nos adhérents. Et c'est aussi donc un lieu d'échange extrêmement important qui permet de rester en contact avec la réalité du terrain et qui nous permet de co-réagir finalement aux problématiques de la filière. Donc c'est pour nous un élément essentiel de la prospective pour notre filière. Sinon, eh bien, à l'ITEPMAI, on fait de la veille au quotidien. Même si Paul, qui est là à côté de moi à prendre des photos aujourd'hui, on va dire, c'est la cheville ouvrière de la veille à l'ITEPMAI. Et donc, on essaie, à travers cette veille, de suivre l'actualité des entreprises de la filière, et peut-être un petit peu plus largement aussi, à travers leur site internet, ce qui s'y passe, ce qui est communiqué à travers le web. Et donc, pour procéder à cette veille des sites internet, eh bien, on dispose
d'un logiciel WebSite Watcher pour ne pas le citer, qui nous permet finalement de contrôler toutes les évolutions qui existent sur l'ensemble des sites internet qui sont surveillés. On est également abonné à de très très nombreuses newsletters qui foisonnent à travers le web. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu écrasant et souvent on s'abonne et puis on se désabonne ou alors ça va finalement dans les courriers indésirables. Donc nous on veille à ce que ces newsletters soient lus par les différents spécialistes de l'ITEPMAI de manière à ce qu'on puisse récolter les informations souvent intéressantes qui transitent à travers ces newsletters. Et puis on met en place dans notre service des alertes Google. Alors ça peut paraître complètement basique, mais c'est extrêmement important aussi. Lorsqu'elles sont bien faites, ces alertes nous permettent de rester au courant de ce qui se passe sur la toile et de pouvoir rassembler l'ensemble des informations sur le sujet. Et puis bien sûr les réseaux sociaux qui là aussi foisonnent et il faut parfois faire un tri sur l'aspect qualitatif de ces réseaux. À l'ITEPMAI, on est également abonné à une soixantaine de revues. On ne compte pas exactement à une près, parce que ça change de temps en temps. Une soixantaine de revues, bien sûr, qui sont lues, qui sont scrutées et qu'on exploite ensuite pour transmettre cette information. On a une autre activité à l'ITEPMAI, c'est l'appui technique auprès de nos adhérents. Donc là encore, généralement, nous sommes appelés par nos adhérents pour répondre à des problématiques techniques. Et c'est ces échanges finalement avec ces adhérents qui, de temps en temps, nous amènent à nous poser des questions pour lesquelles on n'aurait pas forcément essayé de chercher les réponses. Et puis nous apportent une certaine forme de connaissance et d'agglutiner finalement des données que nous n'aurions pas eues si nous n'étions pas en contact avec le terrain. Alors, dans la vie de notre association, on a comme je vous le disais tout à l'heure, des moments de partage. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des groupes thématiques qui se sont développés au sein de la ville d'ITEPMAI. Mais il y a aussi le conseil scientifique, d'orientation scientifique de l'ITEPMAI, qui dispose d'un groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail Veille Prospective, et qui est un lieu où on peut partager et échanger sur justement la prospective pour notre filière. Il y a également les commissions interprofessionnelles de programmation qui se réunissent tous les ans. Et là aussi, donc, on a à la fois les acteurs de l'amont et de l'aval qui se réunissent une fois par an pour discuter des programmes réalisés, mais aussi de l'évolution de ces programmes à venir. C'est un moment de partage, là encore, où chaque problématique ressurgit au travers des discussions et où l'ITEPMAI peut finalement capitaliser ces informations. Donc ces groupes, en fait, finalement, évaluent la pertinence des sujets qui sont traités à l'ITEPMAI. Ils essayent d'avoir une approche économique sur ces prospectives qui vont être lancées. L'approche réglementaire aussi, Denis, tu en as parlé, et c'est vrai que c'est très important. Et puis, on essaie d'évaluer aussi la qualité des sources qui ont permis de collecter l'ensemble de ces informations. Alors on fait de la veille, et donc je voudrais juste vous parler de notre manière, la manière et la méthodologie qui a été adoptée à l'ITEPMAI pour faire cette veille. Donc tout d'abord, généralement, il se pose une question sur tel ou tel marché, ou tel développement d'une molécule ou d'une plante. Et ensuite, donc, eh bien, on va essayer d'écrire un plan de veille qui va déterminer le type d'information que l'on recherche, le périmètre qu'on va fixer pour la surveillance autour de cette question, la stratégie de surveillance. Et puis, on va déterminer ensemble le sourcing. Donc là, on utilise un ensemble de bases de données et de moteurs de recherche qui nous permettent finalement de collecter l'ensemble des informations sur tel ou tel thème à travers, on ose dire, à travers la planète, puisqu'il y a des bases de données internationales. Et puis ensuite, on définit les modalités de diffusion. Et là, j'y reviendrai en fin d'exposé. C'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Et puis enfin, les groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure vont procéder à une évaluation des résultats de cette veille qui vont permettre de dire si tel sujet a un intérêt ou non et qu'il pourrait donner lieu à des développements de programmes ou de développement de production. Donc dans la diffusion des résultats de toute cette veille,
on effectue ce que l'on appelle une bibliométrie, parce que c'est vrai qu'il y a parfois sur des thèmes donnés énormément d'articles collectés. Et donc on fait de la bibliométrie, ce qui nous permet en fait pour un thème donné de nous dire combien d'articles ont par exemple parlé de telle ou telle plante, ou de telle ou telle pathologie, ou de tel ou tel marché. Ce qui nous permet ensuite de mesurer l'importance économique et de comment eh bien, un sujet ou un autre émerge à travers les informations qu'on a pu collecter, et peut-être de nous indiquer des signaux, ce qu'on appelle des signaux faibles, qui nous alertent et qui nous rendent encore plus vigilants sur le sujet et nous permettent peut-être de développer un nouveau programme. Donc lorsque l'on fait de la recherche bibliographique telle que je vous l'ai évoqué et de la veille, eh bien on fait ensuite des synthèses bibliographiques lorsqu'on trouve que on a suffisamment d'informations pour pouvoir en faire un recueil. Et là, souvent, c'est justement le conseil scientifique qui nous y invite, de finalement collecter l'ensemble des données que l'on a récoltées, et puis avec une plus-value, c'est-à-dire qu'une analyse des résultats qui ont été récoltés. Donc on en a ici vous en avez devant les yeux quelques exemples. On a fait donc une synthèse bibliographique sur les produits naturels en protection des cultures, sur l'utilisation des plantes médicinales et aromatiques en alimentation animale, et puis également les systèmes de défense naturelle des végétaux. On a un autre moyen d'essayer de faire de la prospective, mais là on va être plus pragmatique, c'est sur la mise en culture et la faisabilité de culture, parce qu'on peut trouver des nouveaux marchés, des nouveaux débouchés, mais faut-il encore qu'ils soient cultivables en France? Et donc là, vous avez sous les yeux quelques exemples de mise en culture que l'on a opéré il y a quelques années déjà. Il y a le petit hou, hein, donc, en fait, c'était un sujet qui était ressorti d'ailleurs des CIP, donc des commissions professionnelles. Voilà, il y avait la difficulté finalement de répondre au marché du fait de la récolte du petit hou qui se récolte dans les haies, donc c'est très compliqué d'aller cueillir tout simplement. Et donc, en termes de concurrence vis-à-vis des concurrents étrangers, là c'était très difficile de l'être, donc d'être compétitif. Donc on a procédé à des essais de mise en culture du petit hou. Bon, il s'avère qu'il y a des échecs aussi, c'est pas très facile de cultiver le petit hou, même si on a tenté les ombrières pour simuler la culture sous abri. C'est quand même assez difficile. Et puis il y a l'exemple de la stevia, hein, qui a fait l'actualité depuis déjà quelques mois, mais qui déjà depuis plusieurs années nous interpellait. Et donc la stevia qui s'est avérée très difficile à cultiver sous nos climats, puisque très, très sensible au gel. Et puis le rhodiola, qui est une plante pour laquelle également il y avait beaucoup de demandes sur le marché. Donc on a tenté de la cultiver en petite surface, hein, mais on s'est rendu compte que c'était faisable, que c'est une plante qu'on connaît un petit peu mieux maintenant, et que peut-être un jour on y reviendra si le marché nous y incite. Encore une petite chose, c'est la sérendipité, et je vais un petit peu insister sur le sujet parce que je crois que c'est quelque chose qu'on a développé depuis de nombreuses années à l'ITEPMAI, et j'ai envie de dire on parce que c'est nous, tous les acteurs de l'ITEPMAI, qui développons cette notion-là. Donc je rappelle un petit peu ce qu'est la sérendipité. C'est en fait on cherche quelque chose et puis finalement au travers de nos recherches, eh bien, on découvre autre chose. Et c'est vrai que le partage en fait de l'ensemble des informations que l'on peut collecter les uns et les autres à l'ITEPMAI, et j'ai envie de dire dans la filière, permettent finalement de nous donner une bonne somme d'informations qui peut être utile à l'ensemble. Et donc c'est un état d'esprit que l'on a développé à l'ITEPMAI, qu'on souhaite vraiment encore développer, et c'est un petit peu l'idée aussi de ce colloque aujourd'hui, hein, voilà, essayons de discuter un petit peu sur nos problématiques et projetons-nous dans l'avenir. Bon, je donne quelques exemples rapides parce que j'ai vu que Denis me faisait signe que j'étais déjà hors temps, mais je crois que c'est parce que c'est lui qui a débordé. Des exemples de prospectives et de dossiers prospectifs que l'on a menés à l'ITEPMAI, donc entre autres sur la maladie d'Alzheimer, il a été mis en évidence à travers la bibliographie une molécule que l'on appelle la galantamine, et qui est produite par le Cojum astivum, ce qu'on appelle parfois le personnage, mais Denis ne veut pas que je l'appelle comme ça. Donc on a eu cette info, et puis on a eu une info un petit peu décevante quelques mois ou quelques années après, comme quoi cette molécule était produite par hémisynthèse, et donc bien sûr le potentiel de développement de la molécule naturelle retombait de facto. Donc on a continué malgré tout à
faire cette veille sur cette molécule, et puis on vient, il y a des publications qui montrent qu'il y a de nouveau des essais in vitro en Espagne, donc on reste en veille sur cette molécule qui reste malgré tout très intéressante. Un autre exemple, c'est la plateforme qui s'est donc développée sur la place d'Angers, une plateforme d'analyse des potentialités antioxydantes des plantes. Donc ça a été développé et surtout animé par le SONAS, le laboratoire de la faculté de pharmacie d'Angers, et puis animé par Valinov, maintenant VG Police Innovation. Et puis l'ITEPMAI était très impliqué depuis le départ sur le sujet. Ça a permis en fait, à travers cet intérêt autour des molécules naturelles antioxydantes, la comparaison de 25 espèces du végétal spécialisé. Et donc on a pu mettre en évidence à travers ce crible l'Amélis officinale, qui est une plante largement cultivée dans nos contrées, et du coup qui a permis le développement de cultures pour cette nouvelle molécule, et le développement d'un programme de sélection à l'ITEPMAI sur ce nouveau critère antioxydant. On a également l'exemple des produits naturels en protection des cultures. Notre activité autour de l'homologation des produits phytosanitaires à l'ITEPMAI a permis de nous faire prendre conscience que la disparition des molécules de synthèse était un grave problème pour nos producteurs, et qu'il y avait un bruit de fond qui s'opérait il y a déjà quelques années à travers justement la bibliographie sur l'efficacité des molécules naturelles. C'est comme ça qu'une synthèse bibliographique a été mise en place et qu'elle a permis le criblage de 30 espèces et la mise en place de différents types d'extraits. Et donc ça, c'est un projet qui a été labellisé par VG Police, c'est un projet FUI et qui s'appelle Green Protect, que vous avez sans doute déjà entendu parler à travers la presse et les communiqués de presse, donc qui a allié à la fois la recherche, les industriels de l'extraction et puis les utilisateurs des molécules. En conclusion, donc à l'ITEPMAI, on a développé des outils. On peut dire qu'on obtient des résultats dans certains domaines, mais on rencontre un problème de diffusion vis-à-vis de cette prospective. On a parfois le problème d'exploitation des résultats. J'essaye de m'expliquer sur cela. On a plusieurs possibilités. Soit le financement est à 100% privé, et dans ce cas-là, l'ITEPMAI développe un service de veille personnalisé. Donc là, dans ce cas-là, le client est propriétaire de la collecte des informations. Ou alors, le financement est public, et il faut pour cela que la veille qui est opérée soit d'intérêt général, et la diffusion soit sans restriction. Alors est-ce qu'après on appelle ça de la prospective, si tout le monde était au courant? Alors peut-être dans certains domaines, mais on pense, nous, à l'ITEPMAI, qu'un mélange des deux est sans doute judicieux pour les entreprises. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous avoir convaincu qu'à l'ITEPMAI, c'est un état d'esprit, la prospective. Merci Bruno. On va laisser la parole à la salle pour 5 minutes de questions. Gilles. Oui, Gilles Lévy, une question qu'on a déjà abordée au niveau du cost, mais qui me semble effectivement importante. Tu as émaillé ton discours à la fois de prospective et de veille. On a eu une excellente conférence ce matin sur la prospective. Donc on a parlé aussi du climat, on a été projeté dans les années 2020, c'est pas loin, mais 2050. Quel est le vocable qu'on doit véritablement utiliser? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce que l'ITEPMAI fait? Est-ce que c'est effectivement une veille intelligente ou est-ce que c'est de la prospective? Est-ce que c'est de l'intelligence économique? Est-ce que c'est une veille structurée? Et parce que finalement, quel est le pas de temps par rapport à ça? Alors c'est vrai quand on regarde ce qui s'est passé sur la garantamine, mais on avait eu d'autres sujets sur lesquels on était resté en veille, effectivement, les plantes antidiabète, d'autres choses de ce type-là. Bon, on joue sur du moyen terme. Le moyen terme, il est à 4-5 ans. Est-ce que c'est véritablement de la prospective? Puis là, j'interroge un petit peu la salle. Est-ce qu'on devrait garder ce terme-là, finalement, parce que les outils de prospective tels qu'ils nous ont été décrits ce matin, ben, on ne les utilise pas, on est plutôt sur de l'intelligence économique et de la veille structurée. Tout à fait, alors c'est vrai qu'on en a souvent parlé en conseil scientifique. Effectivement, le vocable est sans doute très important. Et j'ai pas la réponse toute faite sur le sujet, bien entendu, et je peux entendre des réflexions dans la salle, parce que
ça nous permettrait peut-être de nous orienter. Ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est bien l'état d'esprit, de rester à l'écoute et de partager. La prospective à long terme, elle est sans doute plus difficilement... elle est plus difficile à appréhender, on l'a vu ce matin, c'est sur des sujets un peu généraux. Mais ceci dit, veille et prospective, on a toujours du mal, nous en tout cas à l'ITEPMAI, et là je regarde Paul, à dissocier les deux, effectivement. Mais je suis prêt à entendre des réflexions pour nous faire évoluer sur le sujet. Paul, parle fort, ou alors prends un micro. Oui, je veux bien dire un mot sur la question que Gilles vient de poser, là, sur savoir si on faisait de la prospective ou si c'était plutôt de l'intelligence économique. C'est certain qu'on a fait, pour moi, beaucoup plus d'intelligence économique, repérer des opportunités, tout ça. C'est vrai que la prospective, c'est plutôt faire des scénarios, et là, on n'a pas été jusque-là vraiment. On peut dire qu'on a été jusque-là. Par contre, ce travail qui a été réalisé a permis d'acquérir un savoir-faire qui va nous permettre de pouvoir collecter de l'information dans le cadre d'une question, comme c'était posé tout à l'heure sur la diapositive. On a une question, on a une problématique, et puis on va essayer d'y répondre. Et pour ça, il faudra avoir des outils. Et c'est sûr qu'à l'ITEPMAI, on a maintenant les outils et le savoir-faire pour pouvoir y répondre. Donc il faut avoir une perspective d'avenir, de prospection des actions de l'Institut. Et je pense que l'Institut, c'est son challenge au niveau à venir dans ce domaine en tout cas. Bien sûr, il y a technique, mais au niveau de découvrir des opportunités, l'Institut est apte et dans les starting points pour le faire. Oui, alors je pense qu'effectivement, non seulement il y a des outils, mais en plus il y a un chemin parcouru, parce que tu parlais d'esprit. Le service doc, il a, allez, 20 ans, une bonne vingtaine d'années. 25. Oui. Donc il y a à peu près tout ce qu'il faut, et je m'interrogeais ce matin au travers de la première conférence qu'on a eue, et tu l'as rappelé, tu abordes la même chose aussi, tu dis il y a un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il s'étend effectivement au travers des commissions interprofessionnelles, il s'étend aussi à la filière. Et ma question derrière, c'est est-ce qu'il n'est pas temps de passer au niveau du dessus, c'est-à-dire d'aller effectivement vers un collectif qui permettrait d'écrire des scénarios, justement parce que on a les outils, parce qu'on peut avoir l'information, parce que on n'est pas seulement sur un collège d'experts, mais on peut mêler l'ensemble des participants de la filière, et je me demande si voilà, le temps n'est pas arrivé pour faire ce genre de choses. Complètement d'accord. On va prendre une dernière question. Denis ? Oui, moi en fait je voulais intervenir un petit peu là-dessus. On est quand même dans une filière un petit peu particulière où la mise en commun de nouvelles idées, de nouveaux projets, etc., c'est quand même assez rarement la philosophie générale. On est quand même toujours beaucoup encore sur des marchés de niche, sur une concurrence dans un esprit très amical, mais concurrence quand même entre les structures. Et donc partager vraiment de la prospective, comme ce que j'ai compris de ce qui était ce matin, c'est une grande réflexion générale avec tout un grand système très organisé, etc. Je ne sais pas si ça va s'appliquer beaucoup à notre filière. J'ai vu que ça s'appliquait à beaucoup de filières. J'ai vu marqué nulle part PAM ou parfumerie ou des choses comme ça dans tous les diapositives qu'il y avait ce matin, même si j'ai parfois un petit peu cligné de l'œil. Je suis pas sûr justement qu'on n'ait pas un problème d'échelle. On est vraiment enfin je pense que c'est notre difficulté. On essaye en fait de pouvoir répondre aux questions avant qu'on nous les ait posées. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est peut-être sûrement plus de l'intelligence économique qu'on fait que de la vraie prospective, mais on est là en fait à essayer de dire, on va essayer de gagner du temps. Quand on va nous poser la question, on aura déjà rassemblé un peu d'éléments. Après, élaborer des scénarios, etc., je pense que c'est un petit peu la suite de l'étude Alcimed, où à partir de constats, l'idéal, ça aurait été de pouvoir dire, ben voilà, il va falloir développer les compléments alimentaires, ou il va falloir développer telle chose pour faire de l'alimentation animale. Je ne pense pas qu'on en soit là, en fait. Je crois qu'on est vraiment dans des successions ou dans des juxtapositions de niches, et malgré tous les liens, les échanges qu'il peut y avoir entre les participants de la filière, une vraie recherche très générale, je ne suis pas sûr
ça soit adapté à notre filière, quoi. Mais peut-être c'est mon opinion. De toute façon, je pense qu'on peut retenir qu'au-delà des considérations sémantiques, est-ce que c'est de la prospective? Et c'est vrai que nous, on avait l'habitude de parler de prospective et on s'est rendu compte, quand on a eu l'occasion de rencontrer Madame Brugière au sein de notre conseil scientifique, que le terme qu'on employait était sans doute un petit peu galvaudé, prétentieux par rapport à ce qu'on faisait réellement. Peu importe, on voit qu'il y a quand même des résultats probants pour la filière. Et puis, je retiens aussi la réponse qu'elle a formulée ce matin, c'est-à-dire qu'on a pu identifier des compétences au niveau de France Agrimaire là-dessus, et puis on sera peut-être amené à les solliciter pour aller un petit peu plus loin, justement, et faire de la vraie prospective cette fois-ci. Et puis je vous invite, puisque vous êtes là, vous n'êtes pas là-bas, vous aurez dans vos courriers à venir, puisque vous avez participé au colloque, l'ensemble des vidéos des autres conférences. Et en ce moment a lieu une conférence de VG Police, la CCI, sur la prospective. Et je pense que voilà, là aussi il y a des éléments de réponse assez intéressants par rapport à ce que tu dis, Gilles. C'est-à-dire que c'est parfois des indicateurs qui nous paraissent complètement farfelus, qui font qu'il y a une évolution dans les marchés, dans les façons de faire. Et écoutez bien cette conférence, elle est très intéressante, et surtout qu'ils l'ont axée un petit peu hors